Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Thomas, dit Monsieur Opufti. On espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, bienvenue dans cette première émission de DCP Mag. On aura le temps d'expliquer en long, en large et en travers au fur et à mesure qu'est-ce que c'est DCP Mag, pourquoi ces émissions, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec on va parler d'un certain Monsieur McTiernan, que d'ailleurs toi Thomas tu as vu en chair et en os il y a peu de temps avec la rétrospective qui était organisée à la Cinémathèque française. Do I look so old that you've got to stand up for me? I'm not going to die soon. It's all right. Mais là, l'idée de l'émission d'aujourd'hui, c'est de parler plus spécifiquement de Predator. Alors pourquoi Predator? Pour plein de raisons. Bon, déjà parce que je pense que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas sur Predator, c'est un des films sur lequel on est vraiment d'accord tous les deux. Et donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de traiter ce film spécifique de la filmographie de McTi. Et je reviens là-dessus. Ce qui est super intéressant, c'est que il y a énormément de choses qui ont déjà été dites sur Predator. Il a été longuement analysé, critiqué, décortiqué. Il y a beaucoup de théories de fans qui tournent autour du film. Et là, l'idée un petit peu, c'est de, bien sûr, dire nous pourquoi on aime autant ce film, mais surtout aussi de confronter tout ça avec les propos du réalisateur, donc qui a largement évoqué ce long métrage quand il était présent à la Cinémathèque française. Oui, eh bien, bonjour à tous, ravi que vous soyez parmi nous pour cette petite émission. Et donc oui, Predator, quand par exemple Letterboxd m'a demandé mes 4 films préférés, Predator figure en 3e place, derrière Princesse Mononoke et Green Snake de Treyarch. Et Predator, c'est pas que ça a été un choc immédiat dans ma vie, mais durable. Alors en gros, j'ai découvert Predator avec le 2. J'ai vu le 2 en salle et j'avais beaucoup aimé. Après, je m'avais pas plus qu'un autre film, mais j'avais quand même beaucoup apprécié le principe de ce monstre inarrêtable et de la chaleur et de la violence. Et donc ça m'avait vraiment plu de le voir. Et c'était le début des années 90 où les films d'action étaient tous plus ou moins voués à être corrosifs, brutaux, sans concession. La même année, il y a eu Robocop 2, une autre suite intéressante, même si elle ne se mesure pas non plus à l'original. Et donc voilà, j'avais gardé Predator dans un coin de ma tête. Et à ce moment-là, en fait, John McTiernan devenait mon cinéaste préféré, je ne le savais pas encore. Mais j'avais vu donc Octobre Rouge au cinéma et Die Hard 1 sur Canal+, et c'est là que j'ai fait l'association, c'est le même nom. Donc quand ensuite j'ai appris que le même mec avait fait le premier Predator, il me fallait le voir en fait. Et donc on m'a offert la cassette vidéo. Et cette cassette vidéo donc était en VF, mais malgré tout je l'ai saignée. C'est-à-dire que je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Et il y a eu comme ça cette espèce d'insémination de mon cerveau en fait, de l'importance de comment ce film est fait et de l'importance des plans et où est la caméra et pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle bouge comme ça. Et toutes ces questions que je me suis posées plus tard quand moi-même j'étais aspirant cinéaste, j'ai réalisé que je revenais systématiquement déjà à McTiernan, à Octobre Rouge aussi, dont le découpage est une leçon de tous les instants. Mais Predator, à chaque fois que je le revoyais, j'avais cette espèce de certitude qu'il s'agissait là d'un des films les plus importants de tous les temps. Très bien, très bien. Alors bon, moi j'ai pas tout à fait la même relation au film que toi. C'est un film que j'ai toujours adoré. J'ai découvert comme beaucoup de films dont on a parlé longuement tous les deux, enregistrés sur une VHS, comme ça se faisait beaucoup. C'est vrai on est quand même de la période où on a découvert des films comme ça en collectionnant les jaquettes et tout et en se faisant notre collection de VHS nous-mêmes, quoi, au gré des passages télé. Et puis un jour, je suis arrivé en école de cinéma à l'écart et il y avait un type là dans les amphis qui faisait des cours, on va dire un petit peu théoriques sur le cinéma. Il était aussi prof de montage. C'était un certain monsieur Thomas Carvigno, dit Mike Opufti, donc que vous aurez reconnu présent aujourd'hui avec nous, et qui m'a qui m'a ouvert les yeux en fait sur certaines choses du film. Voilà que beaucoup d'éléments qui m'avaient pas forcément frappé en fait de prime abord, et puis surtout avec mon regard de gamin avec lequel j'avais initialement découvert
le long métrage. Et j'ai quand même du coup moi aussi une relation particulière avec ce film, c'est que à chaque fois que je le revois, je découvre en fait des nouvelles choses, ou je redécouvre des nouvelles choses, ou je les vois sous un nouvel angle. Pour ma part, ce qui est vraiment impressionnant chez McTiernan, c'est que c'est vraiment un cinéaste de l'image, dans le sens où l'image chez lui est vraiment vecteur de tout un tas de clés de lecture en fait pour ses films. Hein. C'est vraiment l'image a un sens chez McTiernan qui ne peut exister que parce que l'image est là en fait. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes derrière l'écran qui n'ont ou qui n'auraient jamais vu Predator. Mais bon, est-ce que tu veux nous pitcher le film comme on dit, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Predator, donc est un pur produit des années 80, un film qu'on peut qualifier de high concept, qui était un peu un des maîtres mots des producteurs d'Hollywood, de faire des films hyper identifiables dans leur façon d'être vendus. Et l'idée de base, c'était de faire une sorte de Alien contre Rambo, de prendre deux éléments du box-office des années précédentes et de les lier en disant, bah voilà, on va faire un affrontement sans merci entre un extraterrestre belliqueux et un grand guerrier dans la jungle. C'était ça le point de départ. Le scénario a été écrit par deux frères, Jim et John Thomas, et le projet a été acheté et a été chapeauté par Joel Silver, qui est à l'époque un des plus grands producteurs hollywoodiens, quelqu'un qui a un flair incroyable, qui a coproduit avec Lawrence Gordon, un autre des producteurs de Predator, le premier 48 heures. Il a aussi produit L'Arme Fatale, Commando avec Schwarzenegger, donc c'est une sorte de main de Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or. Et là-dessus, donc, ce projet, il va le porter à bout de bras et le proposer à nouveau à Schwarzenegger, avec qui il avait eu plutôt une bonne relation de travail sur Commando. Et Schwarzenegger va dire j'ai vu un film qui s'appelle Nomads et il faut confier Predator au mec qui a fait ça. Et donc Nomads, le premier long métrage de John McTiernan, était une petite série B fauchée, mais assez intéressante, et avec déjà des idées de mise en image et de narration par le mouvement de caméra qui étaient intéressantes. Et c'est tout à l'honneur de Schwarzenegger d'avoir cru, d'avoir vu le talent de John McTiernan pour lui confier les rênes de ce qui allait être son premier grand film de studio et qui était déjà une grosse production. Et le pitch, c'est donc un groupe de mercenaires envoyés en mission de sauvetage, supposément, dans une jungle d'un pays dont on tait le nom. Et arrivés sur place, il y a déjà des éléments mystérieux qui vont se dresser sur leur chemin. Un groupe de commandos de bérets verts retrouvés mystérieusement morts, écorchés, pendus par les pieds. Il y a quelque chose comme ça. Déjà, la jungle est déjà très menaçante. À peine arrivés. Ensuite, ils vont effectivement effectuer leur mission dans un délire d'explosion et de pyrotechnie absolument dévastateur. Et sur le chemin du retour, ils vont être pris en chasse par un mystérieux être invisible qui se joue d'eux, qui décide de les tuer un par un et de se débarrasser de leur corps, et quelque chose comme ça d'extrêmement inquiétant pour leur survie. Et évidemment, tous vont périr, sauf Arnold Schwarzenegger, évidemment, la tête d'affiche, qui va devoir se confronter à la bête seul à seul dans le dernier acte. Et ce qui est rigolo déjà, c'est de constater qu'il y avait quand même plusieurs noms qui circulaient en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on parlait de Renny Harlin pour réaliser le film, de James Cameron, le grand James d'ailleurs qui est rattaché au film. On en parlera aussi après. Je crois qu'il y avait Ridley Scott aussi qui circulait. Enfin voilà des noms comme ça. Bon, Dieu merci, on a échappé à Ridley. Et donc effectivement, comme tu le disais, voilà, c'est Schwarzenegger qui a réussi à imposer McTiernan en fait. Et c'était d'ailleurs un acteur qui était vraiment cinéphile. Hein, et comme tu l'as dit, il a vraiment participé activement à ce que McTiernan soit propulsé, on va dire vraiment sur le devant de la scène avec ce film. Hein. D'ailleurs, succès énorme. Hein, je crois que sur le week-end d'ouverture, il était vraiment au coude à coude avec le flic de Beverly Hills 2. Ça a été deux énormes succès. Et puis pour aller un petit peu plus loin sur l'aspect un petit peu de création et d'aura autour du film, on a Shane Black qui est là en tant qu'acteur, mais ça on aura l'occasion d'y revenir après dans quelques minutes.
Et ce qui est rigolo, c'est que Joel Silver a vraiment une relation très étroite avec Shane Black. Hein. Et dans le commentaire audio du film, John McTiernan précise que Shane Black n'a pas vraiment changé la structure du film, mais plus donné un apport, peaufiner les dialogues. Il s'est avéré en fait utile d'avoir un acteur scénariste sur le plateau pour pouvoir un petit peu comme ça au pied levé pouvoir changer un peu une ou deux répliques, en particulier pour distinguer un petit peu les personnages. Apparemment, dans le premier scénario, les dialogues de certains personnages étaient un petit peu interchangeables, et l'idée c'était justement que les acteurs puissent se les approprier et leur donner une personnalité un peu plus identifiable. Et donc Shane Black a participé à aider à ça au jour le jour sur le tournage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote finale, toutes les blagues un petit peu salaces là qui sont balancées tout le long du film par Shane Black, donc Shane Black acteur, ont été écrites 100% par Black en personne. Autre fait important aussi qu'on peut mettre en avant, c'est que Shane Black a rédigé pendant pendant son temps libre, sur le plateau de tournage de Predator, c'est là qu'il a écrit entre 80 et 90% du scénario d'un film qui était appelé à devenir Le Dernier Samaritain. Autre grand film emblématique aussi qu'on adore tous les deux, si je dis pas de bêtises, Thomas. Tout ça pour, je le répète, pour vraiment mettre en avant le fait qu'on était vraiment dans une certaine cristallisation de ce qu'allait être le cinéma d'action important de ces années-là, et puis comment il est en train de se mettre en place, que ce soit McTiernan, que ce soit Shane Black, que ce soit bien évidemment Schwarzenegger et puis toutes les gueules, hein, si je peux me permettre, qui l'entouraient dans le film, allaient vraiment appeler à se recroiser de façon plus ou moins proche ou lointaine dans les années qui allaient suivre Predator, quoi. Il y a quelques minutes, là, on était en train de parler du fait que il y avait plusieurs réalisateurs qui étaient pressentis pour réaliser le film, des réalisateurs qui étaient, on va dire à l'époque, pour le dire simplement, plus connus que McTiernan, hein, qui n'avait fait qu'un film, comme on vient de le dire. Et alors la raison qui est vraiment mise en avant quand on explique sur pourquoi ces metteurs en scène ont finalement tous décliné l'offre qui était offerte par Joel Silver de réaliser le film. En gros, c'était les conditions de tournage. C'est-à-dire que Predator, ça a vraiment été un tournage, on pourrait presque dire cauchemardesque. Hein. On n'est pas sur Apocalypse Now, mais bon, c'était quand même du haut niveau. On va d'ailleurs y revenir avec quelques anecdotes par la suite. Mais l'idée, c'était que voilà, quasiment l'intégralité du film soit tournée en décor naturel, hein, donc dans la jungle en l'occurrence, où quasiment 100% du film, hein, de toute façon, se passe dans la jungle. Le point de lancement de la production, et je le répète parce que c'est très important pour la suite, de ce qui a fait que McTiernan est arrivé sur le plateau, c'est que il a accepté ces conditions. Et donc voilà quoi. Donc on se lance en fait dans la jungle, dans des conditions terribles, avec une équipe de gros bras qui sent quand même pas mal la testostérone, quoi, pour le dire un petit peu en mode avec le ton initial du film, non? Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Complètement. Mais de toute façon, effectivement. Alors, l'astuce du scénario, c'est quand même d'avoir un personnage féminin et qui est important et qui a son poids dans l'intrigue et qui, à juste titre, est complètement mémorable. Mais effectivement, en dehors de ça, comme on dit, on est entre couilles. C'est sans doute à la fois lié à l'époque, mais aussi à une notion de ce qu'est une équipe militaire de l'époque, que ça pouvait être que des mecs. Je pense que si le film devait être fait aujourd'hui, ça ne serait pas le cas. Et en plus de ça, on accepterait complètement qu'une équipe mixte parte dans la jungle subir exactement les mêmes événements. Mais effectivement, on a un casting hétéroclite, des gueules assez mémorables. Par exemple, il y a Carl Weathers, bon, connu mondialement comme étant Apollo Creed de la saga Rocky, qui joue là un militaire pas forcément recommandable, en tout cas qui a une idée derrière la tête qu'il ne partage pas avec les autres. Qui a un rôle finalement assez riche. Et alors, pour la petite histoire, dans le premier scénario, le personnage était vraiment décrit comme un méchant. En tout cas, pas un antagoniste, mais en tout cas quelqu'un de vilain. Et un petit peu comme le personnage de Burke dans Aliens. Quelqu'un qui est vraiment fondamentalement mauvais.
Et McTiernan ne voulait pas trop de ça. Il aimait mieux l'idée que, bah, effectivement, ils sont antagonistes parce qu'ils ont une opposition de point de vue, mais que en réalité, face au monstre, bah, le monstre va les mettre à égalité. Et l'idée que voilà, il ait des agissements parce que il a un autre but que celui de Schwarzenegger et qu'il lui a menti, effectivement, ça crée une dynamique de conflit qui est beaucoup plus intéressante que d'avoir quelqu'un au milieu de tous ces gens-là qui soit méchant. Et effectivement, ça enrichit, je trouve, la relation entre les deux personnages euh, dans le film. Ensuite, donc, bah, il y a évidemment, on en a parlé, Shane Black, qui joue une sorte de geek à lunettes, qui est bah, la première victime du Predator. On a donc Jesse Ventura, un gros malabar avec cette sulfateuse rotative cultissime, qui plus tard est devenu gouverneur du Minnesota. Donc on a dans ce film deux futurs gouverneurs des États-Unis, c'est quand même assez insolite pour être noté. Et il y a Bill Duke qui joue donc son meilleur ami. Bill Duke était déjà présent dans Commando, donc je pense que il a dû montrer qu'il était un talent suffisant auprès de Schwarzenegger et de Joel Silver pour remettre le couvert et aller fanfaronner dans la jungle. Et il y a donc la présence incroyable de Sonny Landham, qui est un type assez mystérieux et lugubre, sombre, au point que les assurances ont exigé qu'il y ait un garde du corps en permanence sur le tournage, non pas pour protéger Sonny Landham, mais pour protéger le reste du groupe de Sonny Landham s'il pète un plomb. Il se trouve qu'en fait, bah, au cours du tournage, il a été absolument doux comme un agneau et concentré, et qu'il a beaucoup apporté en fait à son rôle de Billy, cette espèce de guerrier mystique qui en sait un peu plus que les autres et perçoit la présence du Predator avant même que les autres aient compris qu'il y avait le moindre problème, et qui a un dénouement assez mythique aussi. Et donc voilà, c'est un personnage assez intéressant. Et pour finir, il y a Richard Chavez qui joue le rôle de Poncho. Qui est un des derniers à mourir de la bande. Et donc voilà, ce casting de gueules et de gens vraiment très mémorables dans leur aspect physique fait qu'effectivement très vite on identifie et on comprend la dynamique de groupe et on voit vraiment comment vont se résoudre les antagonismes qui se créent au cours du film. Et ça, c'est vraiment la grande réussite du casting, en fait, que d'avoir vraiment fabriqué ce groupe comme il l'est. Et donc, tous sont partis au Mexique tourner, et l'idée première était de tourner pas très loin d'un hôtel cossu, d'une ville un peu importante, qui est Puerto Vallarta. Et l'idée, c'était voilà, d'avoir vraiment le confort moderne à portée de main et puis de faire quelques centaines de mètres pour aller dans une jungle. Effectivement, Puerto Vallarta est construite un peu comme ça. Malheureusement, ce que le chef décorateur n'a pas pris en compte quand il a fait ses repérages, c'est que les arbres de la région avoisinante sont caducs et que les feuilles tombent à cette période de l'année du tournage. Et que donc, il y a eu tout un passage du tournage qui a été extrêmement problématique puisqu'il y a beaucoup de feuilles mortes. Vous verrez, il y a des scènes dans le film où clairement, on voit beaucoup de feuilles mortes par terre et puis bah, des fougères placées devant la caméra pour faire croire à une jungle un peu plus luxuriante. Mais effectivement, ça s'est avéré problématique parce que d'un coup, le film ne ressemblait pas vraiment à ce qu'il devait être. Une jungle omniprésente, verdoyante et totale à 360 degrés. Et il est arrivé un incident bénéfique au film, c'est que le premier design du Predator n'était pas convaincant. Il y avait une sorte de tête d'insecte bizarre, enfin, c'était pas effrayant, pas vraiment convaincant. Et la décision a été prise d'interrompre complètement le tournage pour réviser le costume du Predator. Et donc, cette révision a été confiée à Stan Winston, donc un des concepteurs de maquillage et d'effets spéciaux les plus importants de sa génération, qui a entre autres travaillé sur Terminator, sur Aliens, lui qui a créé la reine alien en particulier à la fin du film, Terminator 2, il a gagné un Oscar des meilleurs maquillages pour Terminator 2, Jurassic Park. Donc voilà, c'est vraiment une pointure de sa discipline. Et donc il a refait un concept pour le Predator, et en particulier, James Cameron a prêté main forte au film parce que en voyant distraitement
les croquis de Stan Winston alors qu'il partageait un avion avec lui. Il lui a dit: «Ah, tu sais ce que tu devrais faire? J'ai toujours pensé qu'un extraterrestre serait vraiment inquiétant avec des mandibules». Et donc, Stan Winston a fait: «Ouais, on pourrait mettre comme ça des mandibules avec des cerveaux moteurs, ça serait facile à rétracter, à cacher, ça aurait du cachet». Et donc voilà pourquoi le Predator a des mandibules dans le film. Et donc quand ils ont repris le tournage, McTiernan a dit: «Bon, regardez les rushs, c'est des feuilles mortes, on se croirait à Central Park, c'est ridicule. Laissez-moi emmener l'équipe loin dans la jungle, la vraie jungle, où il n'y a pas de feuilles qui tombent». Et donc là, d'un coup, il a pu vraiment laisser libre cours à filmer la jungle. Et c'est là qu'on a les plans de jungle les plus beaux en fait du film, qui arrivent vraiment à tourner autour des personnages et à montrer vraiment que la jungle est partout et où il n'est pas obligé de se limiter à un champ restreint de ce qui était possible de filmer. Voilà. Alors, il a pu refilmer certaines scènes, mais pas toutes, ce qui provoque que il reste encore certaines scènes dans le film où on voit que c'est la première partie du tournage où il y a beaucoup de feuilles mortes et des fougères devant la caméra. Un mot sur le chef opérateur, il s'agit d'un Australien qui s'appelle Don McAlpine. McTiernan avait notamment vu un film éclairé par lui quelques années auparavant qui s'appelle Breaker Morant, Héros ou salopard en français. Et il avait aimé en fait son approche naturaliste de l'image. Et dans le commentaire audio, McTiernan dit que ça a été une bénédiction que de l'avoir sur ce tournage parce que il était plus âgé, plus mature et qu'il se comportait avec lui comme se comporte un sergent envers son second lieutenant et qu'il le protégeait, il l'aiguillait et qu'ils ont développé comme ça un rapport de travail qui a été en fait très appréciable. Ils ont retravaillé ensemble une fois par la suite, à nouveau dans la jungle, quand McTiernan a fait le film Medicine Man. Il n'avait pas d'autre option que de reprendre Don McAlpine pour filmer la jungle, parce qu'il savait qu'il aurait encore une très belle jungle en 35 mm. Malgré cela, il y a une petite frustration, c'est que le film est photographié en 1,85 sur 1, et McTiernan voulait tourner le film en cinémascope anamorphique. Et en fait, les producteurs ont refusé parce que le coût de tournage et surtout le coût des effets optiques ensuite aurait doublé et qu'ils ont préféré en fait jouer la sécurité en gardant le film en format panoramique. Ce qu'il a fait comme mesure de vengeance, c'est que le logo au début du film est le logo anamorphosé, donc il est légèrement plus étiré. C'était son choix. Et voilà, c'est pour la petite histoire que Predator aurait pu être un film en cinémascope, mais que voilà. Ouais, exactement, très intéressant tout ça. Alors, aussi point sur lequel on peut rebondir par rapport à ça, hein, c'est que donc ils étaient quand même très très limités au niveau du budget pour plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est comme tu le disais, ils avaient construit un premier costume qui ne fonctionnait pas du tout, hein. D'ailleurs, Schwarzenegger disait que ce premier costume ressemblait à un insecte avec une tête de canard et que donc au-delà du fait qu'il était absolument pas pratique, du coup, il faisait pas peur du tout, quoi. Mais surtout, ce que je voulais dire, donc, c'est que forcément, le budget a été doublé parce que quand ils sont tombés tous d'accord pour se tourner vers le légendaire Stan Winston pour créer le design du Predator tel qu'on le connaît aujourd'hui, le prix a coûté 2 fois ce qu'avait demandé le studio original pour faire le costume avec la tête de canard, quoi. Donc ils étaient vraiment limite. Et ils ont eu un gros problème avec au niveau de l'image, McTee avec son chef-op, c'est que une des pellicules qui a été livrée pour la caméra 2 avait un problème en fait chimique. Et ça se voit dans certains plans en fait qui sont beaucoup plus granuleux que ceux de la caméra 1. Mais bon, forcément, ils n'ont pas pu faire et rattraper ça intégralement. Donc il y a une petite disparité au niveau de certains plans qui sont liés à ce petit couac qui a été rencontré sur le tournage et qui une fois de plus a fait qu'ils étaient vraiment bloqués parce qu'ils étaient très très limités au niveau de l'argent qui avait déjà été dépensé et puis voilà, pour le dire un peu trivialement, de ce qui leur restait au niveau du porte-monnaie, quoi. Mais ce qui était vraiment important, c'est que McTiernan à cette équipe de gros bras, hein, c'était beaucoup de bodybuilders qui faisaient 1m80, etc., etc. Il est forcé tous les matins à 6 heures à suivre un entraînement avec des militaires comme des véritables militaires, voilà, qui vont
qui vont crapahuter dans la jungle pour s'entraîner. Hein. Alors il y avait déjà un ancien militaire parmi eux, hein, c'était Richard Chavez qui interprète Poncho dans le film, hein, qui tu le disais aussi tout à l'heure, qui est le dernier de l'équipe à mourir et lui Chavez il a fait la guerre du Vietnam en fait avant de devenir acteur. Donc lui forcément maîtrisait déjà les us et coutumes militaires, le langage, les déplacements, etc. Mais tout le reste de l'équipe, voilà, c'est beaucoup entraîné à capter naturellement les déplacements de type militaire, le jargon, etc. Je trouve que ça se sent vraiment. Et donc du coup, voilà, les gars étaient vraiment rodés à ça. Alors, ce qui est rigolo aussi et important de noter, c'est que ce débordement de testostérone dont on parlait se ressentait aussi bien sur le plateau qu'à l'écran. Bon, à l'écran, forcément, voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais il y avait aussi une énorme compétition un peu entre chacun, quoi. C'est-à-dire que Schwarzenegger avait pris l'habitude avant l'entraînement militaire de 6 heures du mat d'aller à la salle de sport, hein, et il croisait beaucoup de ses camarades, Carl Weathers, etc., etc. Et il y avait une espèce de petite comment dire compétition qui est née entre eux, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu à savoir qui allait arriver le plus tôt le matin. Ils se sont fait beaucoup de blagues aussi. Jesse Ventura un jour était avant Schwarzenegger à la salle d'entraînement, quoi. Alors, ils se sont fait les blagues de salle de sport, c'est-à-dire que Jesse Ventura s'était versé une bouteille d'eau complète sur le visage avant que Schwarzy ne rentre dans la salle. Et donc, un peu piqué au vif, Schwarzy s'est dit, mais c'est quoi cet entraînement de fou là qui vient de faire 1 heure avant moi? Et donc, tous les jours, ils arrivaient, l'un arrivait avant l'autre et inversement le lendemain. Et Carl Weathers, dans beaucoup d'interviews, dit qu'en fait, ils en étaient tous arrivés à s'entraîner à la salle à 4 heures du matin et qu'ils enchaînaient par la suite avec l'entraînement militaire imposé par McTiernan. Donc voilà, c'était un tournage qui était assez épuisant pour les équipes et les acteurs. Et puis aussi, ce qui est important de signaler, alors je vais pas du tout comparer Schwarzenegger à De Niro, attention, mais quand même, je sais que souvent par beaucoup de spécialistes et d'ailleurs même par beaucoup de fans de Schwarzenegger, hein, il est un petit peu raillé et moqué pour son jeu d'acteur qui serait pas forcément le jeu d'un grand acteur. Alors une fois de plus, bien évidemment, Schwarzy n'est pas un acteur à Oscar, hein, c'est pas Pacino, c'est pas De Niro, mais il a pris vraiment son rôle à cœur, hein, pour Predator. Il a perdu énormément de kilos avant le film, je crois que c'est de l'ordre entre 20 et 30 kilos pour pouvoir coller vraiment au physique d'un type d'une unité d'élite qui est infiltré comme ça dans la jungle, hein, qui ne peut pas si on veut être réaliste, avoir la carrure de Schwarzy en mode Mister Univers là, qui est vraiment démesuré au niveau de la musculature. Donc il a perdu vraiment énormément de poids. Hein, il s'est investi dans son rôle. Alors, concernant la perte de poids de Arnold Schwarzenegger, il y a un petit bémol à émettre, c'est qu'une partie de cette perte est accidentelle. Quand ils ont tourné donc la deuxième partie du tournage, ils avaient plus tellement accès à une régie civilisée et donc ils mangeaient un peu la bouffe locale. Et il s'est trouvé qu'une grosse portion de l'équipe s'en est trouvée malade. Et tous ont perdu plus de poids qu'ils ne l'auraient désiré. Ce que ça a occasionné, c'est qu'ensuite, quelques années après, Schwarzenegger est retourné au Mexique pour tourner Total Recall et il a exigé que tous ses repas soient amenés par avion des États-Unis parce qu'il ne voulait pas répéter l'expérience de manger la bouffe locale et de se trouver mal. Paul Verhoeven a ignoré ces avertissements, a mangé local et s'est trouvé malade, ce qui a beaucoup fait rire Schwarzenegger. Et puis il y a un autre aspect aussi qui prouve que Schwarzy était très investi sur le film, c'est qu'il était sur le point de se marier en fait au moment du tournage et que pendant le dîner de répétition, hein, Schwarzy était sur le plateau de tournage, quoi. Enfin, ça a occasionné pas mal de foudre de la part de Madame et surtout Jesse Ventura s'est mis à chambrer Schwarzenegger sur son mariage, sur sa nuit de noces, etc., tout au long du tournage. Ça a occasionné beaucoup de scènes loupé avec beaucoup de fou rire à reprendre. D'ailleurs, ce qui n'était pas du goût de McTiernan, hein, puisque McTiernan, lui, avait un planning à tenir. On l'a déjà dit, il avait aussi un porte-monnaie qui fondait comme neige au soleil. Et donc, toute cette ambiance un petit peu second degré, ou en tout cas à la déconnade sur le plateau de tournage, n'était pas forcément du goût de McTiernan, en tout cas tous les jours. Alors, pour la petite anecdote complémentaire sur les complexités du tournage, il y a eu sur le plateau de tournage une invasion
de serpents et de scorpions, voilà, qui a vraiment vraiment compliqué la vie du plateau de tournage, hein, comme on peut s'en douter. Forcément, c'est quand même pas des conditions idéales pour tourner un film. Il y a eu beaucoup par exemple, le cascadeur qui double Schwarzenegger quand il y a la chute finale au niveau de la chute d'eau et de la cascade, qui s'est cassé le genou. Et puis le véritable interprète du Predator dont on va parler après et dont je t'ai le nom pour l'instant, puisque spoiler, c'est pas Jean-Claude Van Damme, mais dit dans ses interviews que c'était pas un tournage de film, quoi, c'était une aventure hallucinante, et que quand il y a la bataille finale avec Schwarzenegger, en gros ils sont dans des eaux ils sont dans de l'eau qui est là en train de croupir, quoi. Dedans il y a des sangsues, il y a des bestioles, l'eau est incroyablement sale. Ils boivent la tasse quand ils sont en train de se battre, Schwarzenegger et lui. En plus, lui, avec le masque qui est posé sur son visage, forcément pour tenir le personnage du Predator, il voit absolument pas ce qu'il fait, donc il a mis de véritables mandales à Schwarzenegger durant les prises. Et donc voilà, c'est important de rappeler que c'était vraiment un tournage réellement cauchemardesque, quoi, en fait, en tout cas pour une bonne partie de l'équipe. Alors je crois qu'en tout et pour tout, on voit le Predator 8 minutes à l'écran, donc ce qui est pas énorme, hein. Forcément, McTiernan a joué de sa science de la mise en scène, en fait, pour cacher le plus possible, pour suggérer le plus possible, pour utiliser le hors-champ, etc., etc. Mais on a quand même une présence à l'écran du Predator de 8 minutes, et le challenge principal du film, c'était d'arriver à rendre crédible l'effet d'invisibilité du Predator, puisque en tout cas dans toute la première partie du film, le Predator est invisible, pardon. Et donc bien évidemment, les personnages du film ne sont pas censés voir la créature, en tout cas jusqu'à à peu près la moitié du long métrage. Alors comment ils ont fait pour obtenir cet effet assez hallucinant, même si forcément aujourd'hui il est daté? Eh bien ils ont créé une combinaison qui était rouge, parce que le rouge c'est ce qui était le plus opposé en termes de couleur entre le ciel et la couleur verte de la jungle. On pouvait effacer cette partie, cette zone colorimétrique de l'image, mais surtout il fallait que les traits autour du Predator puissent être pliés et donner l'illusion vraiment qu'ils bougeaient en même temps que le personnage, et qu'ils avaient à peu près les traits d'une grande silhouette qui avait à être mobile dans la jungle. Et donc pour ce faire, chaque scène où le Predator était présent, donc il tournait la première scène avec le personnage et sa combinaison rouge, puis une deuxième où il prenait un objectif qui était 30% plus large que ce qui avait été utilisé sur la première scène, et donc il y avait une zone vide en fait entre le personnage qui portait la combinaison rouge et le deuxième plan, et donc ce qui fait qu'il pouvait jouer en fait sur des lignes un peu floues et mobiles, pour donner une illusion de mouvement d'un personnage qui était invisible en fait. Oui, ça donne cette impression que la lumière est courbée, en fait, et qu'on voit ce qu'il y a derrière lui. D'ailleurs, ils utilisaient, alors ce qu'on utilise maintenant toutes et tous dans nos logiciels de montage quand on fait de la vidéo, hein, on a l'option chroma key, hein, qui permet d'enlever certaines parties colorimétriques en fait de l'image, et donc elle était déjà en action au moment de Predator, et donc le fait que la combinaison soit rouge, hein, suffisait à ce que toute la partie colorimétrique rouge puisse être supprimée des plans qui devaient être truqués, quoi, en fait, hein. Oui, à la seule différence que donc, ce sont des trucages optiques, donc les plans, ne passaient pas par un ordinateur pour faire cette incrustation en chrominance, mais simplement par un procédé chimique, et ensuite une superposition, on pouvait, créer cet effet-là. C'était long et coûteux, mais c'était, le prix à payer à l'époque pour, avoir ce genre d'effet. L'autre élément, c'est évidemment la vision du prédateur. Il y a une anecdote assez formidable à ce sujet-là. Dans un premier temps, en fait, il y avait une équipe avec une vraie caméra infrarouge chargée de filmer certaines scènes pour que ce soit la vision du Predator. Dans cette équipe, on trouve notamment David Egby, qui plus tard sera le chef opérateur de Pitch Black. Le problème, c'est que cette caméra, elle marchait très bien, hein, dans plein d'environnements, mais dans un environnement où il fait plus de 37 degrés, en fait, elle ne pouvait pas distinguer les corps des acteurs
euh, du reste de la jungle. Donc en fait, cette caméra de vision thermique était absolument inefficace dans les conditions qui sont celles du film. Alors, ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de mettre les acteurs près d'un radiateur avant la prise et d'asperger les feuilles avec de l'eau fraîche pour qu'il y ait cette différence. Mais sauf que, bah, évidemment, ça ne durait pas. Et donc, lassé de perdre du temps à faire des plans inutilisables, John McTiernan a secrètement apporté en fait des images tournées avec une caméra normale à une compagnie d'effets visuels et leur a demandé est-ce que vous pouvez transformer ça en vision thermique. Et en gros, bah, les gars, en faisant un peu de détourage de manipulation vidéo, ont réussi à obtenir les effets qu'on voit dans le film. Et ensuite, donc, il a amené ces images aux producteurs, donc aussi bien Joel Silver que Lawrence Gordon. On leur a dit, voilà, là, on perd du temps à faire de la vision thermique qui marche pas et qui ne marchera jamais. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et ils ont dit banco. Et donc, il y a eu deux grosses scènes de flingue, en fait, dans le film, hein, je sais pas comment on les appelait autrement. Pour la scène où les militaires prennent d'assaut le camp pour initialement libérer des otages, hein, à ce moment-là, ils sont encore complètement inconscients du fait qu'ils vont bientôt affronter une créature qui vient de l'espace. Il y a énormément d'explosions dans cette scène et les membres de l'équipe ont passé littéralement 15 jours à installer les détonateurs, les parties explosives sur le plateau pour que à l'écran on ait vraiment l'illusion que les explosions sont colossales, et je trouve que même encore aujourd'hui elles tiennent la route, et c'est le cas, hein. C'est une fois de plus, c'est vraiment des moments de destruction totale qui sont crédibles à l'écran, aussi bien d'un point de vue esthétique que visuel, quoi, tout simplement. Oui, il y a une scène, la première grosse scène d'action du film qui a lieu dans une espèce de camp retranché militaire, où d'abord, donc il y a une première phase euh, discrétion, subtilité, ils éliminent le Mirador, etc. Et puis en fait, d'un coup, Schwarzenegger se dit ah et puis merde, et il met une charge explosive sur un camion qu'il envoie dans une baraque et tout explose. Et ensuite, bah le reste de l'équipe se charge. D'envoyer à Patresse l'ensemble des résidents de ce camp. Et donc effectivement, c'est une scène monstrueuse, pleine d'explosions, de pyrotechnie. Et une chose qu'il faut savoir sur cette scène, c'est qu'une grosse portion n'a pas été réalisée par McTiernan. Pour ça, on a fait appel à un spécialiste justement de ce genre de scène et d'explosions, etc., et de cascades, qui s'appelle Craig R. Baxley, qui était surtout connu à l'époque pour avoir réalisé des épisodes de séries télé, en particulier l'Agence Touriste, des choses comme ça. Et en fait, qui avait une grammaire cinématographique assez figée. C'est-à-dire que pour lui, chaque plan allait raconter quelque chose et les plans n'allaient pas bouger. Et donc on voit un plan sur Schwarzenegger et puis un plan qui sera un gros plan sur la charge explosive et puis un plan sur le camion. Et donc les éléments ne s'enchaînent pas tellement entre eux par le mouvement. Or c'est quelque chose que McTiernan ne supporte pas. Pour lui, la caméra doit bouger, la caméra doit être toujours celle qui va mettre en avant les prochaines phases de l'histoire. Et donc, alarmé par le fait que cette scène ne ressemble pas à son cinéma, il a supplié Joel Silver de le laisser tourner certains plans dans cette scène, ce que Joel Silver a accepté. Et ce que ça provoque, c'est qu'en fait, c'est intéressant parce que ça souligne, je trouve, la proposition filmique de McTiernan, c'est-à-dire d'avoir une première partie de la scène qui n'est pas vraiment quelque chose qui lui appartienne et que d'un coup, en fait, on trouve son cinéma à lui, ça réveille un peu la scène, ça lui donne un nouveau souffle, et puis par contraste, ça montre vraiment en fait où va son cinéma. Et c'est là qu'on voit des plans où les choses sont liées entre elles par le mouvement et où on comprend la géographie, parce que la caméra s'est déplacée, parce qu'elle ne fait pas que suivre les personnages, mais parfois elle les devance et elle tourne autour, et parfois en fait elle montre un personnage et se décale pour aller voir le suivant. Donc il y a comme ça une mise en interaction des scènes d'action qui est beaucoup mieux liée et beaucoup plus intéressante et excitante à regarder. On peut essayer de repérer en fait quels sont les plans de McTiernan, des plans seconde équipe de Craig Baxley. Alors Craig R. Baxley, plus tard, il a fait un film sympathique qui s'appelle Dark Angel avec Dolph Lundgren, qui est une histoire d'extraterrestre qui vient sur Terre. Donc comme quoi il était destiné à raconter ce genre d'histoire. Et voilà, si vous avez l'occasion, je le recommande. C'est pas que ce soit un
grand film, mais c'est un film qui a son petit cachet. Ouais, il a un petit côté bon, il a aujourd'hui un petit côté suranné, mais qui est vraiment effectivement inscrit dans l'époque à laquelle il a été tourné. Et si je dis pas de bêtises, c'est où il y avait des mouvements de caméra sympas là avec les disques qui poursuivaient les personnages, c'est bien ça, hein. Exactement, ouais. Ouais, je me rappelle, c'est effectivement un film qui est sympa à voir et puis qui replonge vraiment dans les un petit peu dans voilà dans les années dont on est en train de parler là quoi. Un autre fait d'armes un peu méconnu de sa carrière, c'est qu'il était cascadeur sur le film Rollerball de Norman Jewison. Et c'est comme ça qu'il a un peu commencé à se faire connaître dans le monde des cascades et par la suite de la supervision de seconde équipe et de pyrotechnie. Et là, il y a une deuxième scène qui a elle aussi nécessité une préparation particulière et qui a un résultat à l'écran qui est vraiment incroyable quoi. Donc il y a une scène où effectivement, on peut l'appeler la scène de contact, où donc après avoir eu 2 morts mystérieux et inexplicables, ils sont pour la première fois vraiment face à l'animal. Et donc Bill Duke, a trouvé donc le cadavre de Jesse Ventura, voit cette espèce d'effet dont on parlait tout à l'heure du prédateur invisible, etc., avec ses yeux qui clignotent. Et donc il prévient tous ses amis en criant contact, et il amasse l'arme de Jesse Ventura, donc qui était un minigun, qui normalement est une arme qui se monte sur un hélicoptère, qui est pas du tout prévue pour être tenue à la main par un être humain. Et une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que ils ont modifié le moteur de l'arme pour qu'elle tourne moins vite, parce que la vraie vitesse, en fait, ne s'imprimait pas sur pellicule. Ça faisait que du flou. On ne comprenait même pas qu'elle tournait. On voyait juste une espèce de truc métallique flou. Donc, ils ont dû modifier le moteur pour qu'elle tourne plus lentement, pour qu'on comprenne bien que c'est un truc qui tourne. Et donc, ils se mettent à tirer sans discernement dans tout ce qui est devant eux dans la jungle, et ils aplanissent, je sais pas quoi, facilement 50 mètres de terrain. Tout ça pour réaliser qu'ils n'ont rien touché. Alors, il se trouve que finalement, si, mais c'est assez intéressant en fait en termes de mise en scène, parce que ça répond quelque part à un besoin commercial de montrer des gros bras qui tiennent des grosses sulfateuses et qui tirent et qui tirent et qui tirent. Mais idéologiquement, ça montre que ce qu'ils considéraient jusqu'à présent comme une supériorité, leur maniement des armes, leur expertise, face à cette nouvelle menace, ça ne vaut plus rien. Les éléments qui font d'eux des experts, en fait, sont complètement inopérants sur cette nouvelle menace. Et cette scène-là est vraiment là pour mettre en avant ce déséquilibre total. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans la scène. Et un an après, quand McTiernan a fait Die Hard, il a repris cette idée dans une scène où, en fait, se souvenant que Bruce Willis est pieds nus, Hans Gruber demande à Carl de tirer sur les fenêtres pour que le verre pilé par terre, en fait, soit un obstacle à Bruce Willis pour qu'il puisse le choper. Et effectivement, ils se mettent à tirer comme ça, pareil, sur le verre pour nuire à Bruce Willis. Et il y a aussi comme ça cette notion qu'on va pouvoir utiliser des armes à feu, non pas pour juste éliminer des gens et voir des cadavres s'empiler, mais comme d'un élément qui sont un peu une alternative à la violence. C'est de montrer ce que les producteurs s'imaginent que le spectateur veut voir, des armes à feu, mais finalement pour changer la trajectoire de cette idéologie-là et lui apporter un nouveau regard. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et peu de cinéastes américains se sont posés ce genre de questions. Oui, complètement. Et puis là, je trouve que tu touches vraiment du doigt un petit peu. Ça va nous amener à un petit peu la partie finale de cette vidéo. Mais là, comme je disais, tu touches du doigt la véritable beauté du film. Et ça, pour le coup, je crois qu'on la doit vraiment à McTiernan et à sa personnalité, hein. C'est-à-dire que McTiernan, il est quand même connu, hein, pour être un franc-tireur, comme on dit, du cinéma américain, hein. Alors c'est à sa manière une forme de, enfin c'est un subversif. Alors bien sûr c'est pas un subversif comme Joe Dante ou comme Paul Verhoeven dont on parlait tout à l'heure, hein, qui eux sont plutôt très très frontaux dans leur façon de d'amener justement la subversivité de leur film. Mais McTiernan il a ce côté effectivement un petit peu à désamorcer l'attente du spectateur pour l'amener sur un territoire qu'a priori il ne pensait pas fouler au moment où il entre dans la salle de cinéma quoi. Alors tu le disais aussi à juste titre, c'est-à-dire
montrer des gros bras de films d'action, et puis s'amuser dans le contre-champ, à nous montrer la résultante en fait de ça. Et là, ce que je trouve absolument phénoménal dans Predator, hein, c'est cette façon de montrer le, le déploiement de biceps, de testostérone, d'hélicoptères, d'armes absolument colossales, hein, comme tu le disais, tu donnais l'exemple du minigun, etc., etc., et de montrer comme à un moment comment tout ça peut basculer, comment il peut y avoir un changement d'échelle. Hein. On parlait tout à l'heure du scorpion qui peut s'avérer à la fois complètement mortel selon la piqûre qu'il peut administrer à un être humain, et puis aussi comment sa vie peut se terminer en une seconde s'il est, comme dans le film, frappé d'un coup de couteau. Et puis il y a vraiment cette image-là de ce que deviennent les militaires face au déploiement de forces et de techniques déployées par le chasseur prédateur. Et vraiment, tout le film est construit sur ce jeu d'échelle, sur sur ce changement en fait des forces que possèdent les uns et des autres, et puis sur comment McTiernan nous montre le côté inopérant en fait de l'armée américaine en fait en quelque sorte, hein, des unités d'élite qui sont envoyées pour soi-disant passer là où personne d'autre ne passe, et eux sont censés passer quoi. Ce qui est aussi beau de constater, c'est que le manque de moyens en fait qu'a rencontré McTiernan dans le film pour tous les problèmes qu'on a pointés auparavant, hein, les changements de costumes, les effets spéciaux, les frasques, les problèmes de tournage, etc., etc. Et ben ça devient vraiment une force en fait, et que ça nourrit presque le propos très très cinématographique du film en fait. Tout à fait, bah, c'est un des enjeux en fait du dernier acte, c'est-à-dire que quand Schwarzenegger est dépouillé de ses armes, de ses compagnons, il a vraiment plus aucune ressource, mais il comprend quelque chose, c'est que il peut trouver un avantage, c'est-à-dire qu'il arrive à accidentellement comprendre que quand il couvre son corps de boue, ça l'immunise contre la vision du prédateur et qu'il peut donc à son tour prendre le dessus. Et ce que ça provoque, c'est qu'il n'a plus que les moyens du bord. Hein. Littéralement, on peut dire qu'il a sa bite et son couteau, et que bah il va se confectionner un arc de fortune. Il lui reste encore un peu de poudre, donc il va faire des charges explosives avec des petites flèches explosives, etc. Poser des pièges, lever un énorme tronc d'arbre, et donc tout ça en fait. Fait de lui une sorte d'animal sauvage en fait. Il y a une sorte de retour à l'état sauvage qui bah en fait montre que bah, ce militaire aguerri, dépouillé de sa technologie, va devoir retourner une sorte d'être primaire. Et donc c'est illustré par cette scène où Schwarzenegger lance un défi ouvert au Predator en poussant un cri guttural à travers toute la jungle et en jetant cette torche de feu pour montrer en fait au Predator l'endroit où il se trouve. Euh, euh, L'esprit du film est là, c'est-à-dire avoir eu ce basculement, avoir amené le spectateur à en fait croire que ça allait être un affrontement militaire traditionnel, et en fait montrer que plus le film progresse, moins les éléments militaires fonctionnent. Déjà dans une première scène, ils avaient décidé que leurs fils étaient complètement inopérants contre Predator, et donc ils ont pris des lianes et des choses pour justement essayer de cacher. Et là, donc voilà, l'aboutissement de ça, c'est cette scène-là qui s'ouvre sur ce défi, et tout l'affrontement final, il n'y a pas un seul mot qui est dit. Il y en a, mais très peu, et bon, il y a une punchline, évidemment, quand le Predator enlève son masque. Euh, mais en gros, voilà, tout ce segment-là, c'est là que McTiernan est complètement maître du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui soit pas pensé par le mouvement, qui soit pas pensé par le rapport du corps à la caméra et comment il se déplace et comment l'ennemi se déplace et où il est. Toutes ces notions-là vont devenir la priorité de McTiernan en tant que cinéaste. Et c'est peut-être là, en fait, qu'il va s'affirmer pour la première fois, montrer, en fait, de quoi il est capable. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'éléments dans la première partie du film. Il n'y avait pas la bonne jungle, il n'y avait pas le bon réalisateur de seconde équipe. Mais là, en gros, tout ce segment-là, il en est complètement responsable. C'est même l'affrontement, en fait, a été tourné en peu de temps parce que c'était
c'était la fin du tournage. Schwarzenegger avait contractuellement besoin de partir sur un autre tournage. Et donc, il leur restait très peu de temps pour boucler ça. Et donc, ils se sont dit, on se lance. Et donc, il y a certains plans qui ont été improvisés, certains moments du combat mano à mano final qui ont été en fait inventés au fur et à mesure. Et c'est pas que ça se ressente, mais on a comme ça une espèce de fraîcheur qui favorise le caractère imprévisible de ce dénouement. De plus savoir en fait comment il va venir à bout de ce monstre incroyable, de lui donner le léger avantage qui peut lui permettre, mais que finalement c'est quand même dur. Et donc voilà, tout ce segment-là révèle ce que sera le cinéma de McTiernan tout au long de sa carrière. Ouais, complètement, hein. C'est vrai que je pense que c'est effectivement cet instant où McTiernan va devenir McTiernan et où une bonne partie de son langage cinématographique en fait, hein, où il va vraiment poser les jalons de ça. Et d'ailleurs, par contre, pour la petite anecdote, la scène finale d'explosion colossale dont on va parler juste après, McTiernan a refusé de détruire une partie de la jungle. Et donc ils ont dû trouver une partie qui avait déjà été abîmée par un incendie, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et donc par contre ils ont passé des jours et des jours complets à appliquer de la peinture sur des arbres qui étaient pas forcément tous noirs, hein, du coup, parce que c'est compliqué d'avoir une zone qui est entièrement cramée quand il y a des incendies comme ça, mais aussi colossaux soient-ils dans la jungle. Et donc ils ont trouvé voilà un lieu où il y avait déjà eu un incendie. Ils ont fini à la peinture, à la bombe noire, les zones qui posaient problème. Et c'est donc là où ils ont tourné les plans de la fin, où il y a eu la célèbre explosion qui vient quasiment clore le film. Alors j'ai une anecdote au sujet de cette explosion. La scène provient d'un rêve. Alors ça, McTiernan en parle dans son commentaire audio. Un rêve qu'il a fait assez jeune et en fait il a fait un rêve troublant où il était donc en 1945 quelque part dans un laboratoire qui fabriquait une bombe atomique et il y avait un incident. Et un scientifique se tournait vers lui en lui disant tu feras mieux de courir. Et en fait, pris de panique, il essayait de courir pour fuir une explosion nucléaire. Et en fait, évidemment, ça a explosé, il s'est réveillé. Mais cette sensation de terreur et de devoir fuir une explosion imminente, c'est ça qui a dirigé sa mise en scène lors de la scène où Schwarzenegger fuit le Predator Hilar qui a déclenché sa bombe suicide. Ça me fait penser qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. On dit qu'on va le faire depuis tout à l'heure et on l'a pas fait, parce que forcément, quand on parle d'un truc qui nous tient à cœur, c'est digression sur digression. C'est Kevin Peter Hall en fait. C'était lui l'interprète en fait du Predator. En tout cas le corps qui était à l'intérieur du costume du Predator. Après que Jean-Claude Van Damme ait été évincé, hein, c'était un grand gaillard, voilà. Et pour le remercier en fait de son implication dans le film et surtout de la difficulté de sa mission, hein, par rapport à la chaleur, le poids du costume, etc., etc. McTiernan l'a remercié en lui offrant entre guillemets un caméo. C'est lui qui apparaît en tant que pilote de l'hélicoptère qui vient rechercher Schwarzy à la fin du film après l'explosion dont on a parlé. Voilà, donc c'est lui qu'on voit c'est pilote de l'hélicoptère, quoi, tout simplement. Alors moi, Kevin Peter Hall, en fait, je connaissais déjà son visage parce que il jouait dans une série télé dont j'étais fan quand j'étais gamin, qui s'appelait The Misfits of Science et qui en France, évidemment, s'appelait Super Minds. Et c'était en gros une histoire de gens qui avaient des super pouvoirs. Alors notamment, il y avait Courtney Cox qui jouait dedans. Donc il y avait une fille qui avait des pouvoirs de télékinésie. Il y avait un type qui manipulait l'énergie électrique, donc il pouvait balancer des éclairs ou bien se déplacer à la vitesse de l'électricité. Et Kevin Peter Hall jouait un type qui était un gigantesque, puisqu'il était très grand, il faisait plus de 2 mètres, gaillard, et qui pouvait se rétrécir à une petite taille et donc pouvait se faufiler des fois dans des endroits inaccessibles. Et en gros, voilà, ces personnages-là menaient des enquêtes, résolvaient des crimes, etc. Donc c'était vraiment une série dont j'étais fan quand j'étais gamin, et c'est de là que je connaissais d'abord Kevin Peter Hall avant donc de constater qu'il jouait dans Predator. Malheureusement, il est mort peu de temps après le tournage du 2, du sida. C'est assez tragique. Il a été complètement fauché dans la fleur de l'âge par la maladie. Et donc, il restera à jamais connu comme étant l'interprète originel du Predator.
Mais effectivement, voilà, ça se termine avec une petite note sombre sur sa carrière, parce qu'il n'en a pas eu finalement en dehors de ça. Il y a un autre personnage très important dont on n'a pas parlé, c'est Peter Cullen en fait, à qui on doit, je sais, enfin, on peut pas dire la voix du Predator, mais en tout cas c'est toutes les petites inflexions et les bruits qui finalement participent à ce que, en quelque sorte, le Predator peut quand même s'exprimer dans le film par la voix, des cris et des bruits. C'est donc Peter Cullen. Et donc voilà, c'est lui qui a créé ce son si spécifique du Predator qui, en quelque sorte, s'exprime à l'écran, quoi. Oui, oui, tout à fait. Bah, effectivement, ça fait partie des éléments qui le rendent iconique. C'est effectivement ces sons. Voilà, le Predator, ce n'est pas qu'un look, c'est aussi des sons. À propos de son, on pourrait évidemment parler brièvement de la musique qui est complètement mémorable, donc qui est composée et conduite par Alan Silvestri, donc qui était surtout connu à l'époque pour avoir fait Retour vers le futur, et qui fera Roger Rabbit l'année qui suit, et aussi Abyss. Donc un homme prolifique, et donc voilà, qui est le compositeur attitré de Robert Zemeckis, mais qui a aussi participé à d'autres œuvres, y compris c'est lui qui a créé le thème des Avengers. C'est lui qui a remplacé John Williams quand John Williams n'était pas disponible, quand Spielberg a fait Ready Player One. Donc voilà, c'est quelqu'un à la carrière longue comme le bras, et dont les thèmes résonnent encore en nous. Et effectivement, pour Predator, il a une approche tribale, faite de beaucoup de percussions, et contrebalancée par des cuivres très graves. Il y a comme ça quelque chose effectivement d'assez, ouais, je vais relâcher le mot, tribal et rythmé, qui est vraiment aussi la signature du film, et qui a un caractère un peu indissociable du personnage du Predator. Alors, ouais, moi je trouve son travail sur Predator absolument monstrueux, hein. Pour moi, c'est aussi une des grandes réussites du film. Et je me suis rendu compte en tant que spectateur, en essayant de revoir le film sous l'angle vraiment du spectateur lambda, quoi, qui revoyait Predator, voilà, comme ça, sans forcément essayer d'analyser et de suranalyser les choses. Et il y a quelque chose qui fonctionne absolument bien. En plus, il l'utilise pas beaucoup dans le film, ça doit être une ou deux fois, mais quand alors je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est quand Jesse Ventura décède, enfin quand le personnage de Jesse Ventura décède dans le film, son camarade de toujours se remémore un peu leurs souvenirs et de tous les moments très dangereux des guerres passées auxquelles ils ont survécu. Et en fait, il y a un thème très militaire qui commence à monter et qui pourrait rapidement sombrer dans le kitsch ou dans le truc qui est beaucoup trop presque caricatural, quoi. C'est-à-dire une espèce de tambour comme ça rythmique très militaire qui pourrait faire basculer la scène dans le ridicule. Et en fait, très rapidement, il arrive à leur donner des notes complémentaires très nostalgiques. Et je trouve que la sauce prend incroyablement bien, quoi. Enfin, je veux dire, cette scène, elle est magnifique. Et j'insiste vraiment en disant qu'elle aurait pu être ridicule, et que vraiment, grâce au talent de McTiernan et de Silvestri, ils arrivent vraiment à en faire une scène juste très belle, en fait, quoi. Oui, oui, exactement. Il y a un clairon qui commence comme une sorte de marche funèbre militaire, et qui est rejoint en fait, puis remplacé complètement en fait par des cordes. Et il y a quelque chose comme ça d'assez mélodique autour de ce thème, qui arrive à être émouvant au premier degré en fait, effectivement sans sombrer dans le kitsch. Et alors moi, il y a un truc que je voulais, enfin, c'est plus une question que je te pose en fait, Thomas, parce que j'ai pas vraiment trouvé d'éléments par rapport à ça, mais je pense que c'est dans la logique de tout ce qu'on vient de dire par rapport aux armes, à l'armée américaine, etc., etc. Mais l'explosion qui est déclenchée par le Predator, qui s'autodétruit en fait, hein, sans mauvais jeu de mots, elle a vraiment le look en fait d'une explosion nucléaire, quoi. Et donc il y a vraiment un côté colossal et très vertical de cette explosion. Je sais pas si tu as des anecdotes par rapport à ça, mais c'est toujours un truc qui m'a troublé dans le final de Predator. Oui, alors l'explosion, c'est compliqué. Moi, je la tiens pas pour étant nucléaire, parce que ça cadre pas avec déjà la survie de Schwarzenegger et ce qu'on voit qui a été déboisé. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une explosion en fait massive va de toute façon générer une sorte de champignon. Ça, c'est les lois de la physique. Euh, je sais que Wells a eu le même problème à la fin du film Le Procès.
il y a une explosion de dynamite, il me semble. Euh, En tout cas, il y a une explosion. Et beaucoup de gens lui ont demandé si c'était un commentaire sur l'arme nucléaire et le danger du nucléaire. Et lui il disait non, pas du tout, c'est une explosion. C'était pas du tout quelque chose qui était important, que ce soit nucléaire ou pas. En fait, la forme que ça provoque est tellement, en fait, maintenant euh, ancrée de façon durable dans l'inconscient collectif comme étant une explosion nucléaire, que aussitôt qu'on voit un champignon, on le considérera comme atomique. Mais en réalité, voilà, quand on fait sauter quelque chose, eh ben, ça va avoir un peu cette allure-là. Il faut quand même considérer que c'est une explosion très puissante. Je ne la tiens pas pour nucléaire parce que, voilà, je pense que c'était une technologie extraterrestre qui, bah, peut-être est nucléaire, mais dans ce cas-là, vraiment pas trop forte. Maintenant, elle est impressionnante visuellement en plus le moment où voilà, il saute et qu'on voit vraiment cette espèce de décalage de lumière autour de lui qui est assez saisissant. Et effectivement, quand on voit de l'hélicoptère le, le, le résultat, effectivement, c'est impressionnant. Bon, mais je pense que on est déjà sur une durée d'émission assez conséquente. Ça a été un petit peu dur de cadrer tout ce qu'on avait à dire là sur Predator parce qu'en fait, bah, alors déjà ça je t'offrirai le mot de la fin quand même Thomas parce qu'une fois de plus on est en train de parler de l'un de tes films phares quoi. Donc voilà, c'est normal que t'aies le mot de la fin là-dessus. Mais voilà, comme on le disait en intro, moi aussi ce film me tient à cœur pour tout un tas de raisons parce que il a forgé le sens esthétique et le langage esthétique de McTiernan, quoi. C'est à ce moment-là où plein de choses se sont scellées. C'est un survival qui fonctionne incroyablement bien, quoi. Encore de nos jours, je pense qu'il met à l'amende enfin, même la plupart des survival qui sortent de nos jours et qui font pas le figure à côté de tout ce qu'on voit dans Predator. J'adore la façon dont Schwarzy campe son personnage dans le film, la conviction qu'il y met, hein, tout ça on l'a déjà dit, on va pas y revenir, mais ça marche très bien. Les nuances aussi de McTiernan, hein, tu l'as évoqué aussi, mais cette façon qu'il a de traiter son personnage féminin au milieu de ces gars là qui sont tous que des bodybuilders soldats d'élite de l'armée américaine. Alors voilà, je trouve que c'est un film à la fois nuancé, à la fois qui est un spectacle incroyable et qui est un McTiernan pur jus quoi, hein, qui est même l'un de ses meilleurs films, même s'il a une filmographie incroyable. Donc voilà, le film nous tient à cœur. C'était compliqué de pas de ne pas faire digression sur digression. Finalement, c'est ce qu'on a fait. Mais bon, en tout cas, on a essayé d'en parler avec nos tripes, comme on dit, et puis bah, je pense que ça nous mène au mot de la fin, quoi. Ceux qui l'ont pas vu, essayez d'aller voir, essayez de le voir. Hein. Je pense qu'il y en a peu de personnes qui nous écoutent n'auront jamais vu Predator, mais si c'est le cas, faut surtout pas hésiter. Euh, et puis bah voilà, maintenant je me dois de te laisser la parole, Thomas, parce qu'une fois de plus, tu feras beaucoup mieux que moi le mot de la fin, je pense. Oui, exactement. Bah, on arrive à la fin et pour ce générique de fin, en fait, McTiernan explique qu'il voulait un peu comme dans une pièce de théâtre, quand tout le monde est mort, et ben que les acteurs puissent revenir saluer. Donc, il avait prévu de faire cette petite vignette à la fin qu'on voit de tous les personnages. Ouais, je trouve que c'est une charmante attention. Et donc, bah, évidemment, ils sont dans des situations plaisantes et rigolotes qui ne sont pas dans le film. Euh, mais voilà, ça permet comme ça une sorte de dernier retour de nos héros déchus. Alors il y a que Schwarzenegger qui est dans une pose sérieuse, etc. En même temps, c'est un peu celui qui a survécu, donc c'est quelque part normal qu'il n'ait pas exactement le même statut. Mais voilà l'explication de ce petit générique qui présente les personnages à la fin. Et je pense que bah, ainsi s'achève aussi bien le film que cette excellente discussion. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu partager avec toi et d'avoir pu disserter, euh, se perdre dans des méandres et revenir, etc. En tout cas, voilà, ça a été très plaisant. J'espère que ça a été intéressant. En tout cas, moi, je suis prêt à remettre le couvert n'importe quand. Et puis, bah, voilà, j'espère que cette formule va plaire et qu'on va pouvoir bah, l'émanciper, peut-être avoir d'autres invités, chroniquer d'autres films ou parfois peut-être des cinéastes. On verra ce que l'avenir nous apporte. En tout cas, voilà, moi, j'ai été ravi et je vous dis à bientôt. Ouais, c'est un plaisir, un plaisir partagé, Thomas. Et puis bon, c'était une première. Hein. On est encore sur
un côté un petit peu austère là au niveau des lieux de tournage, mais on est en train de travailler pour avoir de véritables installations qui nous permettront de continuer à disserter sur les films qui ont fait les cinéphiles qu'on est aujourd'hui, hein, je pense. Et puis on arrivera vraiment à trouver plein de films qui nous rassemblent, Thomas et moi. On n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas là on l'est.